ceci est la première d'une série de 5 séances consacrées aux sources franciscaines et plus précisément les vies et chroniques et témoignages consacrés à François d'Assise. Alors, puisque je parle de sources, qu'est-ce que c'est que les sources franciscaines ? Eh bien, par ce terme, on désigne généralement tous les documents, alors essentiellement des écrits, mais également des peintures, des sculptures, des fresques, qui constituent pour nous des sources de connaissances de François d'Assise, de sa vie, de sa spiritualité et de l'ordre franciscain, enfin d'abord de la fraternité, puis de l'ordre franciscain au XIIIe et XIVe siècle. Et le créneau de date correspondant aux sources franciscaines, c'est XIIIe, XIVe, début XVe siècle. Et la grande majorité des manuscrits ayant une importance pour les historiens datent de cette époque. Alors ensuite, il est bon de faire une distinction toute simple entre sources primaires et sources secondaires. Les sources primaires, ce sont celles qui proviennent de l'auteur ou du personnage lui-même. Dans le cas de François d'Assise, ce sont les écrits de François d'Assise. Les sources secondaires, c'est tout ce qui est écrit au sujet ou rapporté concernant le personnage en question ou le mouvement en question. Une séance a déjà été consacrée à la présentation des écrits de François, et là, dans ces 5 séances, je me consacre exclusivement aux sources secondaires. Et ces sources secondaires, eh bien, elles sont à la fois d'une richesse exceptionnelle, mais elles posent des problèmes redoutables. Pourquoi ? Eh bien, d'abord parce qu'elles sont extrêmement nombreuses. Il y a eu la vie officielle de François, rédigée par Thomas de Celano, pour accompagner la canonisation du fondateur, la Vita Prima, vie du bienheureux François, dont ont été tirées une légende de chœur, un office, enfin il y a aussi eu un office rédigé par Julian Speer, puis on en a tiré une légende de chœur, une vie brève, une légende de chœur, et puis est venu le Sacrum Commercium, le commerce sacré de François d'Assise avec Dame Pauvreté, un écrit difficile à classer, mais très intéressant, et puis surtout, ce qu'on appelait au départ l'anonyme de Pérouse, mais comme ce n'est pas un texte anonyme et qui ne vient pas de Pérouse, on le désigne désormais par ses premiers mots, du commencement de l'ordre, rédigé par un frère Jean, compagnon de frère Gilles, qui vient compléter et éclairer ce qu'avait dit et rectifié Thomas de Celano concernant les tout débuts de la fraternité mineure. Et oui, Thomas de Celano n'est rentré dans la fraternité mineure qu'en 1215. Et il connaît mal les toutes premières années. Bon. Mais ce n'est pas tout. Il y a des tensions fortes au sein de la fraternité mineure, que vous pouvez voir dans la chronologie que je vous ai donnée. Souvenez-vous, François meurt en 1226. De 1227 à 1232, un ministre général nommé Jean Parenti, frère laïque mais lettré, des tensions entre lui et frère Élie, qui est chargé de la supervision de la construction de la grande basilique consacrée à François. 1230, des tensions entre certains des premiers compagnons de François, pas tous, et le courant majoritaire de l'ordre, amène le chapitre général de 1230 à poser la question au cardinal Hugolin, devenu le pape Grégoire IX, est-ce que le testament a source, à valeur à force de loi? Grégoire IX répond non. Mais des tensions qui amènent des conflits, et on se réfère à la personne de François, mais de bien des manières.
Donc en 1244, le chapitre général va charger le nouveau ministre général Cresquen de Jesi de collecter des informations de première main pour compléter la Vita Prima. Ça donnera la Vita Secunda de Thomas de Celano. Entre-temps, des événements étonnants. 1239, Élie est déposé et on n'accepte plus de frères laïcs dans l'ordre, si ce n'est pour les besoins de telle ou telle fraternité. Ils ne peuvent plus exercer aucune charge de gouvernement. Oups. Mais ça se comprend. L'ordre a tellement évolué, se spécialise dans la prédication, au sens large, entendez aussi la confession, l'accompagnement spirituel. Ça, ce sont des frères prêtres qui peuvent le faire. Ils sont d'ailleurs souvent surchargés de travail. Bref, à la demande de Cresquen de Jesi, un groupe de 3 frères, des premiers compagnons, frère Léon, qui pour toutes les questions de mémoire est le leader. Frère Ange. Alors frère Léon était le secrétaire et confident de François. Ange est le gardien que François se choisissait. Et Léon et Ange vont toujours ensemble, presque toujours ensemble. Simplement, Ange n'écrit pas. Léon écrit, et non seulement il écrit ses souvenirs et ceux d'Ange, mais il a recueilli les témoignages d'au moins une demi-douzaine de premiers compagnons, parmi lesquels Massé, parmi lesquels Pacifique, etc. Et puis Ruffin. Ruffin, lui, cousin germain de Claire, va transmettre les souvenirs et la tradition liée à la cité d'Assise. Alors l'hypothèse de Jacques d'Alarin, que je partage, c'est que ces 3 compagnons envoient en 1246 un paquet de documents dans lesquels il y a une lettre signée des 3, accompagnée de la légende dite des 3 compagnons, mais en fait qui est d'un seul auteur, simplement comme la lettre est restée avec la légende, on attribue à la légende les auteurs de la lettre. Et la légende dite des 3 compagnons s'appuie beaucoup sur du commencement de l'ordre, que j'ai déjà évoqué, pour ce qui est des premiers temps de la fraternité mineure, et puis sinon des souvenirs de témoins habitants d'Assise. La légende des 3 compagnons, c'est la légende assisiate de François. C'est pour ça que tout son itinéraire de conversion dans sa jeunesse, c'est dans la légende des 3 compagnons qu'on le trouve le mieux exposé. Et puis, un ensemble, un paquet de fiches consignées par frère Léon qui contiennent ses souvenirs, ceux d'Ange et puis ceux de la demi-douzaine de frères dont il est le porte-plume, si l'on peut dire. Et ça donnera le matériau à partir duquel Thomas de Celano va rédiger la Vita Secunda. Enfin, le mémorial, dont la partie biographique est la Vita Secunda, puis un peu plus tard, l'important recueil de miracles qui l'accompagnera. Jusque-là, déjà, ça serait un peu compliqué, mais on s'y retrouverait. Le problème... Alors, l'étage suivant, plutôt, c'est l'élection de Bonaventure de Bagnoregio comme ministre général en 1257, qui est chargé par le chapitre de 1260 de Narbonne de rédiger une nouvelle légende liturgique pour accompagner l'office, en particulier des lectures de l'octave de la Saint-François, puisque pour les frères mineurs, c'est une solennité, et donc il faut 63 textes, correspondant 7 fois 9 lectures de l'octave, et puis une nouvelle légende officielle. Ça donnera la Legenda Minor et la Legenda Maior, qui seront achevées et diffusées en 1263 lors du chapitre suivant. Voilà, alors jusque-là, on s'y retrouve. Mais les ennuis commencent, si l'on peut dire, du fait des tensions toujours vives au sein de l'ordre des frères mineurs. Là, les premiers compagnons sont presque tous morts. Léon meurt en 1271, le dernier survivant sera frère Massé, qui mourra quelques années plus tard, octogénaire. Et... Alors, excuse-moi, il faut que je me gratte le nez, c'est insupportable. Je vais couper, allez, je vais faire un effort, je vais couper.
Ça gratte, il doit y avoir du pollen. Ah oui, il doit y avoir du pollen et j'ai pas pris de Zyrtec. Bon. Là, je reprends. Les premiers compagnons donc meurent progressivement, mais les tensions ne diminuent pas pour autant. Et il y a en particulier dans le Languedoc des frères qui souhaitent vivre la règle dans toute sa rigueur. Ils ont un précurseur qui est Hugues de Digne dans les années 1250, qui a prêché devant Saint-Louis en particulier, mais c'est surtout avec la figure de Pierre de Jean Olivy comme leader intellectuel et formateur des frères qui sont en pastorale, que ça se développe dans les années 1280. Un foyer donc dans le Languedoc, un autre en Toscane avec la grande figure d'Hubertin de Casale. Et puis il y aura ensuite dans la Marche d'Ancône avec Angelo Clareno. Et ces frères qui prônent un respect rigoureux de la règle vont prendre progressivement le nom de spirituels, où on leur donnera le nom de spirituels, et le courant des spirituels minoritaires sera en conflit avec le courant majoritaire de la communauté. Alors pour vous donner une idée, quand même, aux alentours de l'an 1300, ça a été étudié par Sylvain Piron, le grand couvent Santa Croce de Florence est très riche, avec de magnifiques fresques, de Giotto en particulier, et les frères ont acquis une solide réputation de captation d'héritage et sont en procès civil, avec pas mal de monde. On comprend qu'il y a un mouvement de retour à la pureté de la règle. Mais en même temps, il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Du côté des spirituels, il y a aussi, pas chez Olivy, ni peut-être même chez Hubertin et Ange, mais bon, il y a des gens qui sont rigoristes, il y a parfois même des gens qui sont violents, donc c'est très complexe. Et les sources existantes, et en particulier tout ce qui vient des fiches, enfin plutôt les fiches de frère Léon, que Léon a commencé à coudre pour en faire des rouleaux thématiques, sont récupérés par les spirituels dans leur combat idéologique contre la communauté. C'est ça qu'il faut bien percevoir. Et pour le comprendre, il y a un personnage qu'il faut mentionner, c'est frère Conrad d'Offida, jeune frère de la Marche d'Ancône, si je ne dis pas d'erreur, qui devient le compagnon et confident, bon, peut-être pas le compagnon, mais en tout cas le confident de frère Léon dans les toutes dernières années de la vie de Léon, des deux, 3 dernières années de sa vie. Et Conrad, d'une part, va transcrire par écrit des souvenirs que Léon lui-même n'a pas couchés par écrit, donc des souvenirs tardifs, retravaillés évidemment par tout ce que Léon a vu, son ressentiment face à l'évolution de l'ordre, etc. Puis en plus, Léon a des visions, c'est mauvais pour la mémoire. Il y a François qui lui apparaît, le Christ aussi, c'est très mauvais pour la mémoire. Mais bon, et ça donnera les Verba Fratri Conradi. Et surtout, c'est Conrad qui va récupérer le paquet de fiches ou de rouleaux formés par les fiches originelles de Léon, que Léon a contribué à enrichir d'un certain nombre de souvenirs plus tardifs qu'il a couchés par écrit. Et ça va venir à la connaissance des leaders des spirituels, et en particulier d'Hubertin de Casale. Et Hubertin de Casale va utiliser ces fiches de frère Léon pour défendre la position des spirituels au Concile de Vienne au début du XIVe siècle. Et d'ailleurs, il est probable, c'est du moins l'hypothèse de Sylvain Piron, que les fiches ont été détruites, comme il est d'usage de détruire les matériaux ayant servi à l'élaboration des décrets conciliaires au Moyen-Âge. Mais entre-temps, des recueils de souvenirs ont été rédigés. Le premier et le plus ancien est celui qui est consigné dans le manuscrit 173 de la Biblioteca Sant'Isidoro à Rome, qui a été copié entre 1276 et 1305-1306. Et puis le plus connu est la compilation d'Assises, qui sert de recueil de référence parce que c'est l'un des plus complets, sinon le plus complet, et en même temps assez proche de la source originelle, parmi les nombreux recueils issus des souvenirs de frère Léon. Après, il y aura
la compilation du Psala, qui a la même source que la compilation d'Assise, le manuscrit, le recueil consigné dans le manuscrit Little, qui date du XVe siècle, mais le recueil, les textes consignés sont plus anciens, la compilation d'Avignon, etc. Alors ce qui est important, c'est de voir que ces textes ont été utilisés de manière polémique. Et évidemment, quand les spirituels ont été éliminés, ces textes ont continué à circuler, en particulier dans les milieux des Fraticelli, les groupes dissidents qui n'ont pas voulu rentrer dans le rang après la condamnation des spirituels par le pape Jean XXII. Et même chez les frères de la communauté, ça a un peu circulé parce que c'était intéressant, même si on ne les utilisait pas officiellement. Et puis, l'histoire a avancé. Beaucoup de souvenirs mémoriels ont été perdus. Il y a eu... Alors François d'Assise a toujours été très populaire en Europe et dans le monde chrétien, en tout cas le monde chrétien catholique après la Réforme, excepté à une époque. Et cette époque, c'est celle des Lumières. Voltaire, dans sa lettre sur l'agriculture en particulier, va expliquer qu'il aime beaucoup les bénédictins et les cisterciens parce qu'ils ont travaillé la terre et produit de la richesse, alors qu'il traite François et ses frères de robustes fainéants vivant aux dépens des populations en mendiant. Et il faudra attendre le XIXe siècle et l'avènement de l'ère romantique, où le Moyen-Âge et en particulier le génie religieux de François d'Assise sont hautement prisés pour que François revienne en grâce, qu'on travaille François d'Assise, ses vies. Par exemple, la figure de Frédéric Ozanam dans les années 1840. Et il va à la fois traduire en français les Fioretti et puis le Cantique de Frère Soleil. Et puis, un gros travail de recherche des sources, le 19e siècle, le siècle de l'histoire, du déploiement de la science historique. Mais alors, avant qu'on les redécouvre, de quoi dispose-t-on ? Bon, il y a un certain nombre d'écrits de François, la règle Bullata, le Testament, les admonitions, etc. On connaît bien entendu les devis officiels, Legenda Minor, Legenda Major de Bonaventure. On connaît la Vita Prima de Thomas de Celano, parce qu'elle a été la vie officielle pendant plus de 30 ans, et qu'elle a été copiée de nombreuses fois, et qu'elle se trouve dans les bibliothèques de nombreux monastères ou communes, en particulier en Italie. On connaît les Fioretti, traduction en toscan des Actus Beati Francisci, un recueil tardif mais magnifique de souvenirs concernant François, ses premiers compagnons et des frères de la Marche d'Ancône ou de la Toscane. Mais quantité de choses sont perdues. Et on les redécouvre. Et le problème, c'est que vous ne redécouvrez jamais le meilleur manuscrit. Vous redécouvrez une copie de copie de copie qui peut être fautive. Souvent, en plus, les manuscrits médiévaux sont tronqués, abîmés, défigurés. Et il faut faire avec ça. Et la question franciscaine, qui est née à la fin du XIXe siècle, c'est très précisément identifier les principales sources médiévales concernant François et sa vie, lesquelles sont les plus anciennes, leurs influences réciproques, leurs visées, etc. Par exemple, pendant des décennies, certains ont tenu que le miroir de perfection était en fait influencé par la Vita Secunda de Celano, tandis que Sabatier tenait le contraire, etc. En plus, Paul Sabatier, un pasteur protestant, un merveilleux chercheur qui a eu des intuitions remarquables, il est le premier à avoir dit que pour étudier la spiritualité franciscaine, il fallait d'abord étudier les écrits de François, et seulement secondairement les sources. Mais les sources sont importantes, en particulier la compilation d'Assise et les autres souvenirs transmis par frère Léon, parce qu'on voit comment François met en application, met en œuvre dans sa vie ce qu'il dit dans ses écrits, en particulier en ce qui concerne la pauvreté.
avec le célèbre épisode de la femme de Maquilone, tellement pauvre que le médecin qui soigne les yeux de François, ça on doit être en 1225, la soigne gratuitement et même lui donne un peu d'argent. Et François qui dit à son gardien, ça doit être Frère Ange, alors qu'on vient de lui donner un nouveau manteau. Il avait dû donner le précédent où il était vraiment en trop mauvais état. Et dit, frère, il faut absolument rendre à cette femme ce qui lui appartient. Alors le gardien qui le voit venir dit, si c'est pour donner ton manteau, pas question. Puis François qui insiste et finalement il arrive à emporter le morceau et ça doit être frère Léon, va avec 10 pains donner le manteau à cette femme. Et François invente une fiction très intéressante. Rendre à cette femme ce qui lui appartient. Derrière, vous avez en particulier un thème développé par, je crois que c'est Léon le Grand ou Grégoire le Grand, mais connu des pères de l'Église et des théologiens médiévaux, comme quoi Dieu est le seul propriétaire des biens. Ça pour François c'est très fort, et un bien doit revenir à la personne, enfin ça ce que François en déduit l'idée qu'un bien doit revenir à la personne, l'usage d'un bien doit revenir à la personne qui en a le plus besoin. Et il pousse dans ses extrêmes conséquences une chose qui était bien connue, comme je disais, des pères de l'Église et des théologiens médiévaux, comme quoi quand on donne à un pauvre, on ne fait que lui rendre ce qu'on lui doit. Et ça, les sources secondaires sont passionnantes pour ça. Voir comment François met en œuvre ce qu'il dit dans ses écrits. Alors je reviens à la question franciscaine. Donc il y a eu des travaux d'érudits et des foires d'empoigne très fortes jusqu'à ce qu'on... Et là c'est Théophile Desbonnets qui a joué un rôle très important en identifiant, si vous regardez l'organigramme qui fait partie des documents d'accompagnement, vous le voyez, cette espèce de pavé dans lequel il y a la lettre des 3 compagnons, la légende dite des 3 compagnons et les souvenirs, les fiches de frère Léon qui servent de matrice à la Vita Secunda de Thomas de Celano et puis à tous les recueils pour la partie léonine qui circuleront, compilation d'Assises, etc. Une fois qu'on a identifié ça, le plus gros problème de la question franciscaine est résolu. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais c'est absolument passionnant. Et dites-vous quand même que les débats à ce sujet, si vous tenez compte des revues et des bouquins, ça occupe une bibliothèque entière. Bon. Et quelques problèmes ne sont toujours pas résolus. On fait encore des découvertes. Ah, oui. Petite remarque, mais je vais en parler plutôt en présentant le totum. La vie brève, redécouverte il y a seulement quelques années, était inconnue. Jusque-là, on n'en avait que des fragments. Donc, il y a encore des découvertes dans les sources franciscaines. Alors, je finis ce premier point développé, c'est, bon, très bien, il y a plein de sources. Alors, quelles sources utiliser et comment ? Et maintenant, je vous invite à regarder cette diapositive de mon petit PowerPoint, les sources de référence pour connaître la vie de François d'Assise. Alors, il est important de se dire qu'il n'y a pas des bons biographes d'un côté, des mauvais biographes de l'autre. Un des acquis de la science historique et de l'herméneutique, la science herméneutique, la science de l'interprétation des textes, au XXe siècle, est de montrer que tout acte d'écriture, ça vaut aussi pour le fait de filmer, est un acte d'interprétation, et tout acte de lecture aussi. Et donc tout biographe de François interprète François. Et on ne peut pas demander à Bonaventure de jouer le rôle de frère Léon, et réciproquement. Bonaventure, sa charge, c'est de donner une vie de François qui soit à la fois un profond texte spirituel, qui soit globalement juste historiquement, et qui contribue à réduire les fractures au sein de l'ordre mineur. Et il le fait remarquablement. La Legenda Maior est un texte écrit dans un latin magnifique, c'est très beau. Mais en même temps, Bonaventure, si on le lit seul, on aura l'impression que François est ravi de fonder un ordre, qu'il est ravi qu'il s'investisse dans la prédication, et que les soins des lépreux, c'était seulement François qui l'a pratiqué à titre personnel. Non, c'est pas vrai. Frère Léon, en revanche, lui n'a aucun rôle officiel à tenir. Il se veut une mémoire
privée de François d'Assise qu'il va chercher à diffuser au maximum. Et chacun est important, il n'y a pas le bon d'un côté, le mauvais de l'autre. Mais si vous voulez rédiger une vie de François d'Assise selon les critères de l'historiographie contemporaine, eh bien, vous voyez, le petit schéma, je pense, c'est assez juste. Il faut s'appuyer essentiellement sur la légende dite des trois compagnons pour la jeunesse et la conversion de François, parce que l'auteur vient d'Assise. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, la source assisiate. Pour les premières années de la fraternité mineure, il faut s'appuyer sur du commencement de l'ordre, rédigé par frère Jean, compagnon de Gilles, mais qui a aussi recueilli les témoignages de Bernard. À partir de 1215, la Vita Prima de Thomas de Celano est une source fondamentale, même si ça n'est pas la seule, en particulier le récit du Noël de Greccio, le sermon aux oiseaux, la stigmatisation de François, c'est dans la Vita Prima qu'on en trouve les textes fondateurs. Et puis pour tout ce qui touche la sainteté quotidienne, le souci d'exemplarité de François, son malaise face à l'évolution de l'ordre et, ne l'oublions pas, les souffrances dues à ces maladies, c'est la compilation d'Assise et la source léonine. Enfin, les écrits de François, en particulier le Testament, contiennent très peu d'indications biographiques, mais quelques-unes quand même. On pourrait ajouter la vraie joie dans sa dimension personnelle, autobiographique, qui exprime bien la souffrance de François face à l'évolution de l'ordre et son sentiment de rejet. Voilà. Alors je voudrais maintenant vous parler un petit peu du nouveau totum. Allez, je le garde un peu. Donc j'ai fait un tout petit PowerPoint de présentation de son contenu. Il est important déjà de... Alors qu'est-ce que c'est qu'un totum? Ça veut dire tout en latin, ou totalité. C'est simplement le terme qu'on utilise, qu'on a utilisé assez rapidement pour désigner le premier volume des sources franciscaines réalisées par Desbonnets et Voreux. Mais vraiment, le maître d'œuvre était Théophile Desbonnets, qui a été un des plus grands connaisseurs des sources franciscaines. Et c'est à lui d'ailleurs qu'on doit l'édition critique de la légende des trois compagnons, entre autres. Et ce totum, si vous voulez, a rempli des services extraordinaires. Parce que les traductions des différentes sources existaient déjà. Mais le fait de les regrouper et de leur adjoindre un index thématique, un glossaire et surtout des tables de concordance, en fait, voilà par exemple un exemple où pour une vie de François donnée, on va vous mettre tous les parallèles dans les autres sources franciscaines secondaires, on a fait un outil de recherche indispensable. Et de fait, l'initiative française sera reprise très vite par les Italiens et les Américains, puis par les Espagnols, etc., qui à chaque fois, évidemment, chercheront à améliorer et à amplifier, tant et si bien que malgré une révision en 1981, on a adjoint du commencement de l'ordre, à l'époque on l'appelait l'anonyme de Pérouse, qui n'était pas dans la version de 1968, le totum français commençait à devenir sérieusement obsolète. Et donc il fallait le refaire, et grâce à un remarquable directeur des éditions franciscaines et un remarquable président de l'association, je veux dire Thierry Gournay et Michel Deleu, a été prise l'initiative de refaire entièrement les sources franciscaines. On s'est d'abord demandé, comme j'avais fait un gros mémoire de recherche sur Bonaventure, si j'étais initialement pressenti pour retraduire Bonaventure, on s'est demandé si on allait faire bout par bout, et finalement nous avons convenu qu'il valait mieux refaire intégralement les sources, et nous avons fait appel aux universitaires qui avaient une compétence en ce domaine, parmi lesquels évidemment Jacques Dallarin, qui a accepté de piloter le projet. Et Jacques, connaissant aussi tous les médiévistes francophones, a obtenu la collaboration de chercheurs remarquables, Dominique Poirel, Sylvain Piron, pour n'en citer que deux, mais bien d'autres, Isabelle Landona, etc. Moi j'étais là dès le départ, donc on m'a gardé simplement. Et
3 ans et demi de travail ont abouti à la production de ces 2 volumes, totalisant 3418 pages. Publiés, on aurait aimé les publier en 2009, mais ça n'a été possible qu'en mars 2010. Et il n'a pas été possible de mettre un lexique qui manque, comparable à celui thématique, comparable à celui du totum primitif, simplement parce que la confection de ce lexique aurait retardé la publication de plusieurs mois et que ça n'était pas possible. Bon. Alors le nouveau totum reprend tout le matériel de l'ancien, ajoute, pour ce qui est des écrits de François, il y a juste l'ajout du récit de la vraie joie, et puis le fait que nous avons disposé en avant-première de l'édition critique de Carlo Paolazzi de 2009. Pour ce qui est des sources secondaires, on a rajouté plusieurs bulles pontificales importantes, en particulier la bulle Quae Longati, je crois qu'elle n'était pas dans l'ancien totum, de 1230 sur entre autres la valeur du testament, la valeur juridique du testament. On a rajouté, chose très importante, les 3 chroniques de Jourdain de Giano, Thomas d'Eccleston et Salim Bene, qui racontent l'implantation des frères en Allemagne, en Angleterre, et puis les souvenirs de Salim Bene sont passionnants, parce qu'il montre très bien l'évolution de l'ordre et le fait que lui ne comprend plus, par exemple, qu'il y ait des frères mineurs, un vieux frère mineur qui vivent dans un lazaret à soigner les lépreux. Pour lui, ça lui semble tout à fait scandaleux parce qu'il ne vit pas conformément à la règle dans un couvent. Voilà. Quant à Jourdain de Giano, d'abord il a un humour extraordinaire et il livre en particulier le récit de son souvenir du chapitre des nattes de 1221 qui est absolument passionnant. Bon. Vous avez également les récits de miracles sont valorisés, et puis les légendes liturgiques. Alors bien sûr, elles nous apprennent rien sur Saint François, puisqu'elles sont faites soit à partir de Thomas de Celano, la Vita Prima, soit reprenant essentiellement d'autres matériaux, mais il faut bien se dire que pour des générations de frères durant des siècles, leur connaissance de François d'Assise, c'est avant tout par le biais de la liturgie, par le biais de la Legenda Minor. D'où l'importance pour les historiens d'avoir accès à ces textes. Il y a également quelques témoignages qui ont été rajoutés et qui ont une grande valeur. Alors, comment utiliser le nouveau totum ? Je donne une session tous les ans, sauf en période de confinement due à la Covid-19 en Suisse, sur les sources franciscaines. Et avec les participants, qui sont souvent en majorité des participantes, nous passons 2 bonnes heures à utiliser les tables, les concordances, à manipuler le totum avec des questions du type cherchez-moi le sermon aux oiseaux et ses différentes versions. Je cherche un texte où il est question de... je parlais de la femme de Maquilone. François qui dit qu'il veut donner un manteau à une femme parce que ce manteau appartient à la femme. Comment je vais m'y prendre pour trouver ça ? Eh bien, on met les mains dans le cambouis, on apprend à manipuler le totum. Alors, pour ce faire, vous avez des outils, donc un index des personnes et des lieux à la fin du volume 2, les tables de concordance qui, si vous avez repéré le récit dans une légende, vous donneront les parallèles dans les autres. Par exemple, donc là, je suis dans la légende majeure. Vous voyez, si je prends par exemple un récit dans chapitre 5, paragraphe 10, de l'eau changée en vin à Sant'Urbano, eh bien, le même récit se retrouve au paragraphe 61 de la Vita Prima de Thomas de Celano, au paragraphe 10 de la légende de Chœur, au paragraphe 40 de la vie de Julien de Spire, et à un parallèle dans la Legenda Minor.
Et enfin, on le trouve dans le recueil de miracles du mémorial, au paragraphe 17. Bon, un exemple parmi d'autres. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à manipuler. Alors, là, je dois faire une confession. J'ai en charge le fait de produire à partir du nouveau totum, un totum allégé qui contiendra un index thématique. J'ai pris au bas mot 1 an et demi de retard et ça dépassera probablement les 2 ans de retard, mais le projet n'est pas perdu. Voilà, mea culpa. Alors, j'ai déjà pas mal commenté l'organigramme. Peut-être n'est-il pas nécessaire d'y faire retour. Retenez simplement ce que j'ai brièvement évoqué, à savoir que l'essentiel des sources franciscaines est connu et a été redécouvert. Il y a très peu de chances qu'on découvre je sais pas moi, par exemple des lettres de François dont on n'aurait pas connaissance, ou une nouvelle vie d'un nouveau biographe qui, cela dit, on fait encore des découvertes. Et en particulier, on a redécouvert dans les années 1920, le père Bugatti a découvert le récit primitif de la vraie joie, qui est maintenant considéré comme un logium, un récit qui est bien de François d'Assise, et puis surtout l'histoire de la vie brève de François. Alors, on avait 2-3 manuscrits contenaient des fragments d'une vie de François d'Assise, se présentant comme une sorte d'abrégé de la Vita Prima de Thomas de Celano. Et Jacques Dallarin, les Français ont été le nouveau totum français a été le premier à faire ça, a de manière très juste analysé les textes et inféré que c'était des fragments d'une vie de François d'Assise qu'il a intitulée La légende ombrienne, et dont il a publié les fragments existants dans le nouveau totum, en la posant, là encore de manière juste, l'hypothèse que cette vie était de Thomas de Celano. Et quelques années plus tard, en 2015, est apparu sur le marché le texte complet de cette vie, qui en fait appartenait à une collection particulière, donc non référencée par les universitaires, et les chercheurs de dimension mondiale comme les Dallarin, Piron, Poirel et autres ont des réseaux de chercheurs associés avec lesquels ils sont en relation. L'un des correspondants de Jacques lui a signalé qu'il y avait, d'après la rubrique, un texte qui est intéressant, qui pourrait correspondre à au texte complet de sa légende ombrienne. Jacques est allé vérifier, de fait c'était le cas, et la Bibliothèque nationale de France a acquis le manuscrit qui est maintenant accessible sur Internet, sur le site de la BNF, et toutes les hypothèses de Jacques se sont trouvées vérifiées. Et il semblerait donc que cette vie brève a été commandée à la demande de Frère-Élie, et non plus du pape Grégoire IX comme pour la Vita Prima, probablement pour un usage plus interne à l'ordre. Peut-être pour faire déjà une légende liturgique, mais l'abrégé est encore trop gros, donc on en tirera la légende de cœur. Voilà. Alors, pour cette séance de présentation du nouveau totum, je vous invite à regarder la bibliographie que je vous ai donnée, où sont consignés quelques-uns des principaux peut-être est-elle là, des principaux textes ou écrits qui ont marqué l'histoire de notre connaissance des sources franciscaines. Mais je ne vais pas la commenter directement. Retenez simplement comme vraiment grand nom Paul Sabatier, d'abord, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, qui est parti sur une hypothèse fausse
croyant que le miroir de perfection, qui est un récit ordonné tiré des fiches de Frère Léon, mais avec plusieurs intermédiaires, est tardif, daté de 1227, alors qu'en fait il datait de 1318. En fait, il y avait une erreur de copie de date dans le témoin sur lequel il est tombé en premier, mais ça a été un très grand chercheur. Retenez aussi les noms de Raoul Manzelli et Théophile Desbonnets. Et puis, voilà, on peut ajouter les gens qui ont participé au Nouveau Totum ont apporté leur pierre à l'édifice. Alors, chose importante, je viens de parler du Nouveau Totum. Il est bon quand même de dire que les traducteurs étaient tous relus, texte original en main, par un autre traducteur, et lorsqu'ils s'étaient mis d'accord, les corrections du relecteur étaient intégrées ou au contraire réfutées par le premier, Jacques Dallarin, lui, là encore, texte en main, relisait l'ensemble des textes. Et nous avons vraiment essayé d'être au plus près des textes originaux. La seule remontrance que m'ait fait Jacques Dallarin, c'est quand je traduisais la compilation d'Assise, parce que finalement j'ai rebasculé sur la source léonine et n'ai pas traduit Bonaventure, mais ça m'a très bien convenu. Je suis passionné par Frère Léon et les témoignages qu'il a livrés. La seule remontrance que m'ait faite Jacques Dallarin, c'est que mon français était de trop bonne qualité par rapport au latin de Frère Léon. Donc j'ai dû. Moyennant quoi, avec le Nouveau Totum, vous pouvez voir en partie, percevoir en partie le travail de réécriture, par exemple, que fait Thomas de Celano dans la Vita Secunda par rapport à la compilation d'Assise, aux fiches de Frère Léon, et voir aussi comment Bonaventure retravaille Celano. Et nous avions également un séminaire de recherche qui a accompagné l'élaboration du Nouveau Totum, qui a été très intéressant et très fructueux. Alors sachez simplement que, je vais peut-être finir par ça, Jacques Dallarin, Sylvain Piron sont des partisans de l'histoire des textes. Alors si vous voulez, les hypothèses de Sabatier ont été très fructueuses, mais en même temps, sa vision de la question franciscaine, où Sabatier opposait très fortement les légendes officielles d'un côté avec Celano et Bonaventure, et les légendes officieuses qui contiendraient la vérité sur François non déformée, ont fait long feu. Et donc il y a eu tout un courant de réaction à Sabatier qui a amené, et ils ont fait un excellent travail, les chercheurs italiens en particulier, à refuser de chercher à restituer ce que devaient être les fiches de Léon et à éditer de la manière la plus rigoureuse possible tel texte, telle source, par exemple la compilation d'Assise, le miroir de perfection, le majeur, le miroir de perfection mineur, etc. Alors c'est bien, mais une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut reprendre la question de la source léonine et de leur transmission à nouveau frais dans une perspective plus large. Et c'est là qu'intervient ce que j'ai dit sur l'histoire des textes. L'histoire des textes, c'est prendre en compte comment un texte a été transmis, et en particulier avec quels autres. Un manuscrit médiéval n'est jamais seul, il est toujours, presque toujours dans un codex aux côtés d'autres récits. Par exemple, on a souvent ensemble la légende des trois compagnons, le miroir de perfection. On a souvent, avec la règle d'ailleurs, on a souvent la règle et le testament, etc. Voir comment les textes sont transmis aux côtés de quels autres, dans quel milieu ils sont rédigés, par où il permet de restituer l'histoire vivante d'un texte et de son influence. Et c'est là où les Français sont particulièrement bons. Jacques Dallarin a écrit un célèbre plaidoyer pour l'histoire des textes il y a quelques années, qui a été réédité dans un recueil d'articles de lui. Et voilà, maintenant on est dans cette perspective-là où on comprend mieux le rôle des textes, comment ils ont circulé. Par exemple, une chose qu'on connaît peu, c'est qu'il semblerait que Angèle de Foligno, qui avait un grand rayonnement aux alentours de l'an 1300,
une tertiaire franciscaine, mystique, et est entouré de tout un groupe. Dans ce milieu-là, il y a une grosse circulation de textes et même production de textes, de sources franciscaines. Et ça, c'est passionnant. Ce que vous n'aurez pas si vous étudiez un texte de manière sèche. Alors, il faut d'abord ça établir, mais voilà.